Avez-vous déjà ressenti ce moment précis où votre vie, sans crier gare, bascule sans retour? Pas dans un cri, mais dans un silence? Le genre de silence qui annonce une tempête. Tu ne m'écoutes plus, Paul. Même quand je crie, tu n'entends rien, murmura Camille en repliant doucement la nappe du dîner. Paul, absorbé par son journal local, leva les yeux à peine. « Quoi? Tu disais quelque chose ?» Elle esquissa un sourire, triste, comme si cette indifférence était devenue une habitude. C'était un mercredi banal dans leur maison à Saint-Rémy-de-Provence, mais pour Camille, tout sonnait comme une fin. Depuis des mois, elle étouffait dans la routine. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, préparait le café, vérifiait les tomates du potager. Paul, lui, parlait de la météo, de ses outils, de la boulangère. Jamais d'elle, jamais d'eux. Un jour, dans un élan presque irréfléchi, elle accepta l'invitation de sa sœur à Marseille pour une exposition d'art contemporain. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas quitté le village seule. Paul avait haussé les épaules. « Fais comme tu veux. Tu sais que je ne suis pas fan de ces trucs modernes. » Ce fut là-bas, entre deux sculptures de verre brisées et un tableau éclaté de rouge et de bleu, qu'elle croisa son regard. « Vous regardez cette œuvre comme si elle vous parlait, » dit-il, un sourire en coin. « Peut-être qu'elle me parle, » répondit-elle, un peu déstabilisée. « L'art, c'est ce qu'on ose. Comme vous, ce soir. Être ici, seul, dans une ville étrangère. Il faut du courage pour chercher ce qu'on a perdu. » Il s'appelait Benoît. Il était jeune, élégant, vêtu d'un costume beige trop bien coupé pour être banal. Il sentait le cuir neuf et le mystère. Camille ne savait pas encore que cet inconnu allait faire voler en éclats tout ce qu'elle croyait immuable. Ils discutèrent longtemps, d'abord de l'exposition puis de littérature. Il cita Prévert, elle sourit. Il évoqua les ruelles de Montmartre, les soirs d'été à Paris, les terrasses qui ne dorment jamais. « Vous vivez ici ?» demanda-t-elle curieuse. « Non, je vis à Paris, mais je reviens souvent. Trop souvent peut-être. C'est ici que je viens respirer. » Il ne lui demanda pas si elle était mariée, elle ne lui dit pas. Le silence entre eux n'était pas gênant, il était électrique. Avant de partir, il lui tendit une carte. « Si jamais vous passez par Paris, appelez-moi. Ou même si vous n'y passez pas. » Sur le chemin du retour, dans le train qui serpentait entre les champs dorés de la Provence, Camille serrait cette carte comme une adolescente amoureuse. Elle aurait dû la jeter. Elle aurait dû oublier ce regard. Mais tout en elle criait l'inverse. Ce soir-là, de retour chez elle, Paul était devant la télévision. « C'était bien ton truc ?» demanda-t-il sans détourner les yeux de l'écran. « C'était vivant », répondit-elle. Il ne remarqua pas le léger tremblement de sa voix, ni l'absence d'étoiles dans ses yeux. Il ne vit pas que, quelque part en elle, un mur venait de se fissurer. Le téléphone vibra une semaine plus tard, alors que Camille rangeait des bocaux de confiture dans le cellier. Elle lut le message, son cœur battant plus fort qu'il ne l'aurait dû. « Bonsoir Camille, une exposition privée à Paris ce week-end. Un monde à découvrir. Je vous y imagine très bien. Benoît. » Elle hésita. Puis, d'un geste presque irréel, elle répondit « Pourquoi pas ?» Le soir même, à table, elle annonça « Paul, je vais à Paris pour 2 jours. »« Paris? Qu'est-ce que tu vas faire à Paris ? » ?»« Voir une exposition. Revoir ma sœur, peut-être. J'ai besoin de sortir un peu. » Il haussa les épaules. « Comme tu veux, fais attention à toi. » Ce fut cette indifférence, plus que le message de Benoît, qui scella sa décision. À Paris, tout était lumière, bruit, mouvement. Benoît l'attendait près du pont Alexandre III, vêtu d'un manteau de laine sombre et d'une écharpe en cachemire. Camille. Bienvenue dans un monde qui ne dort jamais. Ils arpentèrent les rues pavées du Marais, visitèrent une galerie où les toiles semblaient saigner, prirent un verre dans un bar à vin caché derrière une librairie. Il lui parlait comme si elle était la seule femme à Paris. « Tu sais ce qui me frappe chez toi ? Tu regardes les choses comme si tu avais oublié comment on rêve. J'aimerais te le rappeler. » Camille, troublée, sentit en elle une chaleur qu'elle croyait morte. Paul n'avait pas dit « tu es belle » depuis des années. Benoît le faisait sans même ouvrir la bouche. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle en sirotant son verre. « Parce que tu es différente. Tu n'essaies pas d'impressionner. Tu es juste toi.
Et c'est rare ici. Le lendemain, au petit matin, elle se réveilla dans un appartement du 16e arrondissement, baigné de lumière dorée. Rien ne s'était passé entre eux, mais tout avait changé. Dans son cœur, dans son regard. De retour à Saint-Rémy, elle retrouva Paul en train de réparer la clôture. « Ton voyage ? » ?»« Bien, reposant. » Il ne posa pas d'autres questions. Elle non plus. Une semaine passa, puis une autre. Et un soir, alors qu'elle préparait le dîner, son téléphone vibra à nouveau. « Camille, j'ai pensé à toi chaque soir. J'aimerais te montrer Paris autrement. Viens, laisse-moi t'enlever à ce qui t'endort. » Elle répondit sans réfléchir. Et cette fois, elle ne prétexta pas une sœur ou une galerie. Quand Paul la vit faire sa valise, il fronça les sourcils. « Tu repars? Encore Paris? »« Oui. Et tu comptes revenir quand ?»« Je ne sais pas. » Il la fixa un long moment. « Tu souris plus avec un inconnu qu'avec moi en 10 ans. » Elle s'arrêta, ferma la valise, puis répondit doucement « Parce qu'il me voit, Paul. Il me voit vraiment. » Il ne répondit pas. Elle passa devant lui, la tête haute, les yeux embués. Dans le taxi qui l'éloignait de la maison, elle regarda une dernière fois les oliviers et sut qu'elle ne reviendrait pas pareille, si elle revenait. Paris avait une autre odeur le matin, celle du pain chaud, du bitume humide et d'une promesse de liberté. Camille se laissait porter. Benoît lui avait laissé un double des clés et des instructions simples. « Fais comme chez toi. J'ai des réunions aujourd'hui, mais ce soir, on fête ta nouvelle vie. » Elle erra dans l'appartement. Tout respirait le raffinement. Des livres de poésie dans la bibliothèque, du jazz en vinyle, des photos noires et blancs de femmes qui semblaient rêver réveillées. Camille se regarda dans le miroir de la salle de bain. Elle n'avait pas dormi autant depuis des mois. Quand Benoît rentra le soir, elle portait une robe qu'il lui avait offerte fluide, ivoire, presque irréelle. « Tu es magnifique, tu n'as aucune idée de l'effet que tu fais. » Ils dînèrent dans un restaurant étoilé du 7e arrondissement, sur une terrasse chauffée. Le serveur les salua par leur prénom. Camille, émerveillée, s'abandonna au moment. « Alors ?» dit Benoît en trinquant. « Prête à vivre quelque chose de différent ?»« J'en ai besoin, » murmura-t-elle. Mais à cet instant, elle vit au loin, dans la foule, une silhouette connue. Paul, immobile, figé. Il la regardait comme si le monde s'était arrêté. Elle se leva d'un bond. « Je dois lui parler. »« Camille !» appela Benoît. Mais elle courait déjà à travers la rue. « Paul, attends !» Il s'arrêta, dos tourné. « Tu crois que ce monde est à toi ?» dit-il sans se retourner. « Il t'aura et il t'oubliera. Ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas comme ça que... Tu vis avec lui maintenant? Tu portes ses robes? Tu bois son vin? Tu souris à ses amis ?» Elle ne répondit pas. Il se tourna enfin. Ses yeux étaient pleins de colère, mais surtout de douleur. On avait une vie, pas parfaite, mais réelle. Tu as jeté tout ça? Je me suis perdu, Paul. Je ne savais plus qui j'étais. Toi non plus, tu ne me voyais plus. Il serra les poings. Puis, après un silence long et lourd, dit « Alors reste avec lui. Tu as fait ton choix. » Il partit, sans se retourner. Camille retourna au restaurant. Benoît l'attendait, accoudé à la table, visiblement agacé. « Tu cours après ton passé alors qu'il est en train de s'effondrer, Camille. C'était mon mari. Je lui devais une explication. Tu ne dois rien à personne, seulement à toi-même. Cette nuit-là, ils dormirent dans le même lit. Rien ne se passa, mais tout fut dit. Camille comprenait maintenant. Elle avait sauté d'un vide dans un autre. Mais c'était trop tard pour reculer. Le lendemain matin, alors que le soleil traversait les rideaux blancs, Benoît lui tendit une tasse de café. « Camille, si tu veux partir, fais-le maintenant. Mais si tu restes, c'est pour de bon. Paris n'est pas une escale. C'est un choix. » Elle prit la tasse, la posa sans boire. « Je reste. » Et ainsi, sans grande déclaration, sans effusion, elle quitta une vie entière. Camille se réveillait désormais au son des klaxons et du chant lointain des boulangers. Les jours à Paris avaient un rythme étrange, presque flottant. Elle ne cuisinait plus, elle ne jardinait plus, elle ne posait plus de questions simples comme « Tu veux du thé ou du café ?» Tout était trop rapide, trop brillant.
Elle avait troqué les chemises en coton contre des soies italiennes. Ces après-midi se passaient dans des cafés à Saint-Germain, où Benoît rejoignait parfois en retard, souvent essoufflé, toujours avec un téléphone à la main. Un appel de Milan, disait-il, ou Londres, ou Dubaï. Au début, Camille trouvait cela fascinant, un monde d'opportunités, de rendez-vous mystérieux, de rendez-vous annulés à la dernière minute. Mais bientôt, elle cessa de compter les dîners seuls. Un soir, pourtant, il l'invita à un gala à l'Opéra Garnier. Elle mit une robe noire qui lui allait comme une promesse. Arrivée dans la salle, tous les regards se tournèrent vers eux. Elle sentit une brève ivresse. « C'est elle ?» demanda une femme en tailleur Chanel. « Oui, dit Benoît. Camille, je te présente les gens qui comptent. » Au dîner, entre deux bouchées de foie gras, Benoît leva son verre. « Voici Camille, une perle rare. Une fille du Sud qu'on aurait pu trouver dans un marché de Provence, entre deux pots de lavande. J'ai eu de la chance. » Tout le monde rit. Camille, elle, sentit une chaleur monter en elle, pas celle du vin, celle de la honte. Après le dessert, elle s'éclipsa dans la salle de bain, regarda son reflet, chercha un éclat dans ses yeux. Rien. « Il t'a mis dans une vitrine » murmura-t-elle à elle-même. « Et tu souris quand on t'applaudit. » Le lendemain, elle resta au lit, prétextant un mal de tête. Benoît passa à peine. « Je te rapporte quelque chose ce soir, un bijou, pour t'égayer. » Mais ce n'était pas de bijoux dont elle avait besoin. C'était de vraies conversations, de regards sincères, de café partagé dans le silence. Elle commença à marcher seule. Tous les matins, dans le jardin du Luxembourg, elle s'asseyait près d'un vieux monsieur qui lisait Le Monde. Il ne parlait pas. Mais un jour, il lui dit « Vous avez l'air d'attendre quelque chose. Je crois que j'attends de me retrouver. » Il sourit. « C'est à Paris qu'on se perd le mieux, et qu'on se retrouve parfois. » Ce soir-là, Camille tenta une conversation avec Benoît, pendant qu'il déverrouillait son téléphone. « Est-ce que tu m'aimes ?» Il leva les yeux. Bien sûr, tu es belle, intelligente, différente, mais est-ce que tu m'aimes? Pas ce que je représente, mais moi, Camille, l'amour est une construction. On construit quelque chose, non? Regarde où tu vis, ce que tu portes. C'est ça aussi, l'amour. Elle comprit. Il ne l'aimait pas. Il aimait l'idée d'elle. Et pour la première fois, elle se sentit seule, vraiment seule. Camille sentit les nausées avant même de se lever. Ce n'était pas la première fois cette semaine. Elle blâma d'abord le vin, les dîners tardifs, l'air pollué. Mais au fond, une peur douce et tenace murmurait une autre vérité. Elle attendit 3 jours, puis entra discrètement dans une pharmacie de la rue Mouffetard. Le test, glissé dans son manteau, pesait plus lourd que n'importe quel bijou offert par Benoît. Dans la salle de bain immaculée, elle fixa le petit écran. 2 traits, nets, indiscutables. Elle s'assit, le cœur battant. Non, pas maintenant, pas ici. Elle pensa appeler sa sœur, mais qu'aurait-elle dit? Elle n'avait plus vraiment de lien avec elle. Elle pensa à Paul. L'image de son regard à Paris la traversa comme une lame froide. Il ne lui pardonnerait jamais. Elle attendit le retour de Benoît ce soir-là. Il arriva tard, parfumé, visiblement fatigué. « On peut parler ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, tu veux qu'on sorte dîner ?»« Non, c'est important. » Il s'installa dans le fauteuil. « Je suis enceinte. » Silence. « Pardon ? » « Je suis enceinte, Benoît, et ce sont des jumeaux. » Il se leva, tourna dans la pièce, la main dans les cheveux. « Camille, je t'aime bien, beaucoup même, mais des enfants ? 2 ? Là ? Maintenant ? Je ne l'ai pas prévu non plus, mais c'est arrivé, et je veux les garder. C'est ton choix, mais je ne suis pas prêt pour ça. Pas maintenant, pas avec ce qu'on vit. Ce qu'on vit, tu veux dire les dîners et les apparitions publiques ? Tu veux que je sois jolie, silencieuse et vide ? Il la fixa, surpris par son ton. Tu exagères. Non, je viens de comprendre que je ne suis qu'un décor dans ta vie. Il s'approcha, plus calme. On peut s'arranger. Je peux t'aider financièrement. Trouver un endroit, t'assurer que tu ne manques de rien. Elle le gifla, lentement, délibérément. Je ne veux pas ton argent. Je veux une famille. Tu n'es pas cet homme. Il ne répondit pas, et elle ne pleura pas. Cette nuit-là, elle fit une valise.
Pas la plus grande, juste celle assez grande pour ses livres préférés et quelques vêtements amples. Elle laissa une lettre sur la table, courte. « Merci pour tout, je ne regrette rien, mais je choisis mes enfants. » Elle quitta l'appartement au petit matin, alors que Paris s'éveillait à peine. Elle marcha jusqu'à la gare de Lyon, acheta un billet pour Avignon. Elle ne savait pas encore où elle dormirait, mais elle savait pourquoi elle partait. Dans le train, elle posa une main sur son ventre. « Vous êtes deux, et vous avez besoin d'une mère qui sait ce qu'elle veut. » Elle se regarda dans la fenêtre, vit une femme différente. Pas celle qui était arrivée à Paris, mais une femme qui, peut-être, pouvait encore reconstruire quelque chose. Pas avec Benoît, peut-être avec elle-même. Le ciel d'Avignon était gris quand Camille descendit du train. Elle n'avait pas mis les pieds dans le sud depuis des mois, et l'air lui sembla plus dense, plus réel que celui de Paris. Son ventre, encore discret, lui rappelait à chaque pas ce qu'elle portait désormais. Elle s'installa dans une petite pension, tenue par une veuve nommée Gisèle, une femme aux cheveux blancs, au regard doux qui ne posa pas de questions. Juste un sourire et du thé à la verveine. « Vous venez de loin, ma chérie ?»« D'assez loin, » répondit Camille. « Et j'ai encore du chemin à faire. » Les jours passaient lentement. Elle écrivait dans un carnet, elle lisait, elle parlait parfois au mur, parfois aux jumeaux qu'elle ne sentait pas encore bouger, mais elle sentait leur présence, comme une musique lointaine. Une nuit, en proie à l'insomnie, elle enregistra un message audio pour Paul. Elle hésita longtemps avant d'appuyer sur « Envoyer ». Finalement, elle le garda dans ses brouillons. Je voulais que tu saches que je ne suis pas parti pour de l'or ou du luxe. Je suis parti parce que je me sentais invisible, mais aujourd'hui, je me vois, et je vois deux petits êtres en moi qui méritent plus que des regrets. Tu as toujours été mon silence préféré, Paul, mais moi, j'ai besoin de bruit, de cris, de rires, de vie. Le lendemain, elle se rendit dans leur ancienne maison à Saint-Rémy. La grille était entr'ouverte. Le jardin, laissé à l'abandon. L'olivier qu'ils avaient planté ensemble avait grandi. Camille posa la main sur son tronc. Il est encore là, pas moi. Elle croisa la voisine, Madame Louvet, qui la reconnut immédiatement. Camille, c'est bien toi? Bonjour, oui. Je passais par là. Paul n'est plus ici, tu sais. Il est parti. A vendu la maison il y a 2 mois. On ne sait pas où il est allé. Il ne parlait plus à personne. Camille sentit un vertige. Elle s'assit sur le vieux banc, face au jardin. Il est parti, sans rien dire, comme un homme brisé. Tu sais, il t'aimait, même quand il ne le montrait pas. Ce soir-là, elle pleura pour la première fois depuis son départ de Paris. Pas pour Benoît, pas même pour elle, mais pour ce qu'elle avait laissé s'effondrer. Une vie simple, un amour qui ne savait pas parler, mais qui avait été vrai. À la pension, Gisèle l'accueillit avec une soupe chaude. « Vous avez pleuré, ça se voit. J'ai retrouvé un fantôme. Les fantômes nous apprennent ce qu'on ne doit plus oublier. » Camille, cette nuit-là, caressa son ventre et murmura « Je ne sais pas encore où je vais, mais je sais ce que je veux vous offrir. Une maison, une tendresse. Et si la vie est bonne, un pardon. » Elle ne savait pas encore que ce pardon allait bientôt frapper à sa porte, sous une autre forme, avec d'autres mots, mais elle était prête à écouter. Le téléphone sonna un matin, alors que Camille coupait des tranches de pain dans la cuisine de la pension. C'était un numéro parisien qu'elle connaissait trop bien. Elle hésita, puis répondit « Camille ?»« Benoît, je t'ai cherché. Tu es parti comme un fantôme. Je suis enceinte, Benoît. De 7 semaines. Tu as eu ta réponse. Tu n'en voulais pas. » Un silence. Puis sa voix, plus douce. « Je n'ai pas bien réagi, je reconnais, mais je me suis renseigné. J'ai parlé à un avocat. On peut faire les choses bien, les choses bien. Je peux t'envoyer de l'argent, t'aider à t'installer, trouver un bon médecin, école, crèche privée, même un appartement à ton nom. » Elle rit, un rire sec sans joie. « Tu veux acheter une absence de conscience? Non, je veux que tu ne manques de rien, que les enfants soient en sécurité. Ils auront ce qu'il faut. Mais pas grâce à ton compte en banque, grâce à moi, à ce que je construis. Sans toi, tu es ridicule, Camille. Tu vas élever 2 enfants seuls, dans le sud. Avec quoi?
Des rêves, elle respira profondément, lentement, avec de l'amour, ce que tu n'as jamais su me donner. Elle raccrocha. Et cette fois, elle ne pleura pas. Gisèle entra dans la cuisine, un torchon sur l'épaule. Un problème? L'homme d'avant, il propose de m'aider, avec des chiffres. Et toi, tu veux quoi? Une maison avec des rires, et des matins sans peur. La vieille femme sourit. Alors tu sais déjà ce que tu dois faire. Ce jour-là, Camille se rendit à la mairie de Saint-Rémy pour chercher des papiers, des renseignements. Elle voulait s'installer, pour de bon. Un médecin local, une sage-femme. Elle acheta un petit carnet, y nota tout, rendez-vous, prénom possible, recette d'infusion. Elle commença à vivre. Une semaine plus tard, une lettre arriva, de Paris. Pas de Benoît, de son père. Ma fille, je ne comprends pas tes choix, mais je respecte ton courage. Ta mère aurait été fière. Tu es chez toi ici si tu veux revenir. Elle posa la lettre sur la table. Ce n'était pas l'homme qu'elle attendait, mais c'était un début. Le lendemain, alors qu'elle buvait un chocolat chaud sur la terrasse de la pension, un facteur s'arrêta. « Vous êtes bien, Camille Laurent? Une lettre pour vous. » Elle reconnut l'écriture, celle qu'elle connaissait par cœur. « Camille, je ne sais pas où tu es, mais je rêve de toi chaque nuit. Pas de toi à Paris. De toi à Saint-Rémy, de toi et moi au marché, toi qui choisis des abricots en les pressant doucement. Je rêve que tu reviennes, pas pour moi, mais pour eux, pour ces deux battements de cœur que je n'ai jamais entendus, mais que j'aimerais connaître. Signé, Paul. Elle relut la lettre 10 fois, puis elle la glissa contre son ventre, comme pour leur faire entendre. Il veut vous rencontrer. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle laissa la fenêtre ouverte. Et le vent qui venait des collines lui murmura que peut-être l'histoire n'était pas finie. Le lendemain, Camille plia ses affaires. Pas comme on fuit, comme on revient. Elle remercia Gisèle d'un long regard. « Vous avez été mon refuge, et toi, ma foi renouvelée. Prends soin d'eux. » Elle monta dans un bus pour Saint-Rémy, le ventre légèrement arrondi sous sa robe d'automne. Les paysages défilaient, familiers mais étranges, comme les souvenirs d'un rêve trop réel. Elle arrivait, elle respira profondément. L'air sentait les pins et les souvenirs. Elle se dirigea vers l'ancienne maison sans but précis, peut-être dans l'espoir de le croiser, peut-être juste pour poser les pieds, là où tout avait commencé. Mais la maison était vide. Les volets clos, une pancarte à vendre pendait, battue par le vent. Elle s'assit sur le muret, les mains posées sur son ventre. Je ne sais pas s'il est prêt, mais moi, je le suis. Une heure plus tard, elle se rendit à l'église du village. Paul y allait souvent, même sans croire. Pour le silence, disait-il. Pour le banc, au fond, face au vitrail. Elle entra, la lumière tamisée dansant sur les murs de pierre. Elle s'assit au fond. « Tu m'as manqué », murmura-t-elle à personne. Soudain, elle sentit un regard. Elle se tourna. Paul était là, debout à l'entrée, le visage figé, les yeux posés sur elle, puis sur son ventre. Elle se leva. Le silence entre eux était lourd. « Je suis revenu, dit-elle. Je vois ça. » Il s'approcha, lentement, très lentement, puis s'arrêta à quelques pas. « C'est vrai ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Oui. 2, un garçon, une fille, peut-être. Je ne sais pas encore. Tu viens me demander quoi? De t'aider? De reprendre là où on s'est arrêté? Non, je viens te dire que je ne t'ai jamais vraiment oublié, que j'ai fait des erreurs, que j'ai suivi des mirages, mais que je veux que mes enfants connaissent la terre où je suis né, et peut-être leur père. » Paul détourna le regard. « Tu crois que tu peux revenir après tout ça, et que je vais t'accueillir les bras ouverts? Non, je ne te demande rien, juste d'être là, d'essayer, de ne pas les ignorer comme tu as cru que je t'ignorais. » Un silence. Puis il demanda, « Tu restes ici? » « Oui, j'ai loué un petit appartement, rue des Lavandes. » Il hocha la tête. « Tu sais cuisiner les lentilles comme avant ?» Elle sourit. Mieux encore, il baissa les yeux, un sourire triste aux lèvres. « Je ne sais pas si je suis prêt à t'aimer à nouveau, Camille. Je ne te demande pas ça, juste d'être présent. » Il hocha la tête. « D'accord, on verra. Mais pas pour toi, pour eux. » Elle tendit la main. Il la serra.
Et dans ce contact, il y avait toute une promesse non dite. Ils quittèrent l'église ensemble, sans se parler davantage. Mais un pas côte à côte valait mieux que 1000 excuses. Le temps, à Saint-Rémy, reprit un rythme ancien, plus lent, plus vrai. Paul et Camille ne vivaient pas ensemble, mais ils passaient chaque jour, parfois le matin avec du pain frais, parfois le soir, les mains dans les poches, sans raison. Ils ne posaient pas de questions, elle n'imposait rien. Un jour, il frappa, elle ouvrit, il tendit un petit paquet. Ce sont des chaussons. J'ai appris à tricoter. Enfin, essayez. Elle rit. Paul, tu es plein de surprises. J'ai eu du temps. Et un peu de solitude. Ils burent du thé, en silence. Puis elle parla. Tu veux les sentir bouger? Il hésita, puis s'approcha. Elle prit sa main, la posa doucement sur son ventre. Un coup, léger, mais bien là. Paul sourit, les larmes aux yeux. C'est vrai, ils sont réels. Plus que tout. Les jours suivants, ils préparèrent une chambre, peinte en beige, avec des dessins d'oliviers au mur. Paul monta un berceau. Camille cousait des petits rideaux. « Tu crois qu'on peut faire ça, Paul ?» demanda-t-elle un soir. « Je ne sais pas, mais on peut essayer. » Un dimanche, elle reçut une lettre. Un hôpital de Marseille. Le père de Benoît était gravement malade. Il demandait à la voir. Elle hésita. « Tu veux y aller ?» demanda Paul. « Je ne sais pas. Peut-être que c'est important. Pour les jumeaux. Pour eux, comprendre leur histoire. Tu veux que je vienne ?» Elle le regarda. Oui. Ils partirent le lendemain. Le trajet fut silencieux mais paisible. À l'hôpital, Camille entra seule. L'homme était pâle, fatigué. « Vous êtes Camille ?» demanda-t-il faiblement. « Oui. Je ne vous connais pas, mais j'ai su, pour les enfants. Ce n'est pas votre faute. Mon fils n'est pas un homme prêt, mais vous avez du courage. » Elle ne répondit rien. Elle écouta, puis sortit. Paul l'attendait dehors, adossé à un mur. « C'est fini ?» ?»« Oui. J'avais besoin d'entendre certaines choses, même de la bouche d'un étranger. » Sur le chemin du retour, Paul dit soudain, « Tu sais, je t'en ai voulu, terriblement, mais jamais je ne t'ai cessé d'aimer. Je me suis caché derrière ma colère, parce que c'était plus facile que d'admettre mon chagrin. Et maintenant, j'apprends à ne pas vivre dans le passé, à regarder vers ce qui vient. » Elle posa la main sur la sienne. « Merci de me laisser revenir. Tu n'es jamais vraiment parti, juste perdu un moment. » À Saint-Rémy, la lumière de fin de journée baignait les collines. Ils marchèrent en silence jusqu'à la maison. Devant la porte, Paul s'arrêta. « Tu peux rester ce soir, si tu veux. Pas comme avant, juste pour qu'on sente qu'on est encore là. » Elle hocha la tête. « Je veux bien. » Et ce soir-là, ils s'endormirent dans le même lit, dos à dos, mais les épaules presque jointes, comme un pont fragile, mais réel. La pluie tomba sur Saint-Rémy comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Les nuages lourds s'amoncelaient, et l'air vibrait d'une tension silencieuse. Camille était à la maternité, assise sur un lit, les mains crispées sur les draps. Le travail avait commencé au petit matin. Les contractions, d'abord douces, devenaient plus fréquentes, plus intenses. Paul arriva trempé, les cheveux collés au front. Il entra sans un mot, s'approcha, prit sa main. « Je suis là. Je ne pars pas. » Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « Je ne suis pas prête, » murmura-t-elle. « Personne ne l'est vraiment. » Une sage-femme entra, souriante mais concentrée. « Tout se passe bien, Camille. Vous êtes courageuse. Encore un peu, et ils seront là. » Le tonnerre gronda au loin. Le monde semblait se retenir de respirer. « Dis-moi quelque chose, Paul. Un souvenir, quelque chose de doux. » Il sourit, essoufflé. « Le jour où on a planté l'olivier dans le jardin. Tu portais une robe jaune, et tu chantais une chanson idiote sur les fruits mûrs. J'ai su ce jour-là que je voulais vieillir avec toi. » Elle rit, un rire mêlé de douleur. « Moi, je pensais que tu n'aimais pas cette chanson. Je mentais. J'espérais juste que tu continues à chanter. » Les heures passaient, la douleur montait comme une vague. Paul ne lâcha pas sa main. Il ne prononçait pas de grandes phrases. Il était là, et cela suffisait. « Je les sens. Ils arrivent, Paul.
Ils arrivent. Regarde-moi, Camille, respire avec moi. Les cris se mêlèrent à la pluie. Les lumières semblaient floues. Puis, soudain, un cri aigu. Puis, un deuxième. 2 vies, 2 souffles, 2 miracles. Félicitations, dit la sage-femme. Une fille et un garçon. Camille éclata en larmes. Paul aussi. On leur tendit les bébés, enveloppés dans de petites couvertures blanches. Paul prit la fille. Camille, le garçon. Ils sont parfaits, murmura-t-elle. Paul regarda la petite, puis Camille. Elle a tes yeux. Et lui, ton menton têtu. Ils restèrent ainsi longtemps, sans parler. Un monde nouveau venait de naître avec eux. Plus tard, dans la chambre silencieuse, Paul s'approcha du berceau où les jumeaux dormaient. Il murmura « Je ne suis pas prêt à t'aimer à nouveau, Camille, mais je suis prêt à être père, et ça, c'est déjà énorme pour moi. » Elle se leva, vint se placer à côté de lui. On n'a pas besoin d'être parfait, juste présent. Pour eux, tu crois qu'on pourra leur dire un jour qu'on s'est retrouvés? On n'a jamais cessé d'être liés, même dans l'absence. Dehors, la pluie cessait. Le soleil perçait à travers les nuages, dessinant une lumière dorée sur les volets. Camille regarda Paul, il lui sourit. Un vrai sourire, pas celui d'avant, un nouveau. Elle pensa aux jours perdus, aux nuits sans sommeil, aux illusions et aux chutes. Et se dit que parfois, il fallait tout perdre pour comprendre ce qui compte. 2 petits cœurs battaient dans la chambre, et 2 adultes, brisés mais debout, se tenaient là, main dans la main. Pas pour rejouer le passé, mais pour écrire un futur.